Et comme chaque lundi matin, c'est l'édito de Christophe Barbier qui est avec nous en direct à distance ce matin, mais qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, vous êtes très bien vu de loin aussi. Merci Christophe d'être au rendez-vous comme chaque semaine. Alors on va parler évidemment de ce qui se passe sur le plan intérieur en France avec ce discours attendu du nouveau chef du gouvernement. Mais d'abord ce voyage. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui est arrivé au Liban hier soir pour une visite de 24 heures alors que les éliminations des terroristes, des responsables du Hezbollah se poursuivent. On l'a vu avec l'élimination notamment du principal chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le chef du Quai d'Orsay, qui a par ailleurs annoncé la mort d'un second Français dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. Une Française de 87 ans avait déjà été tuée malheureusement dans l'effondrement de son immeuble la semaine dernière. Alors pourquoi ce voyage de Jean-Noël Barrot maintenant ? Alors même que finalement, on l'a entendu, le président Emmanuel Macron n'a pas montré le même discours que celui de son homologue américain Joe Biden après la mort de Nasrallah. Je crois qu'il y a deux aspects à ce voyage. Il y a un peu comme pour les icebergs, un aspect émergé et un aspect immergé. L'aspect émergé, l'aspect visible, l'aspect officiel, c'est apporter de l'aide humanitaire. La France a toujours été dans une forme d'empathie envers le Liban. On avait un protectorat sur le Liban. Protectorat, c'est protéger. On essaye de protéger et on continue à apporter de l'aide au Liban, quelles que soient les conditions politiques et géopolitiques. L'autre aspect officiel de cette visite, c'est de vérifier la mise à l'abri, la protection des milliers de Français qui sont au Liban et qui n'en partiront pas, parce que 90% sont franco-libanais. Donc ils ont leurs attaches là-bas. C'est évidemment le devoir du ministre des Affaires étrangères que d'essayer de leur porter assistance et d'aider ceux qui, eux, voudraient revenir à trouver un billet d'avion. On sait qu'en ce moment, c'est très difficile et très cher. Et puis, il y a la partie immergée de l'action de Jean-Noël Barrot. Il veut reprendre un travail, une sorte de tapisserie de Pénélope, qu'Emmanuel Macron s'évertue à tisser, à coudre depuis le mois d'août 2020. Vous vous rappelez l'explosion du port de Beyrouth ? Emmanuel Macron va sur place et il essaye de poser les bases d'une refondation de la vie politique et de la classe politique au Liban. La France va aider le Liban à reconstruire son système institutionnel, à nommer des responsables et à finalement retrouver les voies de la démocratie. La démocratie libanaise, c'est-à-dire une démocratie appuyée sur un découpage très subtil entre les sensibilités politiques, mais surtout entre les sensibilités confessionnelles, entre les cultes. Or, c'est ce double partage politique et confessionnel qui ne marche plus au Liban. L'équilibre très précaire de la coexistence entre les factions et les religions, cet équilibre, il a volé en éclats. Pas seulement quand le port de Beyrouth a explosé, quand le Hezbollah, mu par l'Iran, a tenté de mettre la main complète sur le Liban, d'être finalement le véritable maître du Liban, même si le Hezbollah n'avait pas et ne réclamait pas tous les postes. Donc Emmanuel Macron et ses ministres des Affaires étrangères se battent un peu contre des moulins depuis maintenant 4 années. Sauf que la mort de Nasrallah va peut-être complètement changer la donne. Est-ce qu'on va assister à des têtes qui vont repousser comme l'hydre de Lerne et le Hezbollah nouveau va continuer la politique voulue par l'Iran ? Ou est-ce qu'on va avoir au contraire un changement d'époque, un changement d'air et peut-être un changement de stratégie de l'Iran qui ferait presque l'impasse sur la case Liban et notamment sur le Liban Sud ? La réponse, elle n'est pas dans la tête de Jean-Noël Barrot, elle est hélas à Téhéran. Alors on voit quand même qu'il y a un deux poids deux mesures, Christophe Barbier. On voit avec la mort de Ben Laden notamment, il y a eu toute une série de condamnations des représentants occidentaux. Ce n'est pas le cas pour Hassan Nasrallah. La France finalement n'a pas montré la même désapprobation par exemple que le président des États-Unis Joe Biden ou que de sa vice-présidente Kamala Harris. Exactement, parce que la France vit dans ce fantasme de contrôler la vie politique du Liban, de participer à sa reconstruction, et donc il faut discuter avec le Hezbollah. Alors on a instauré une sorte de double langage, le Hezbollah armé et terroriste, le Hezbollah politique n'est pas terroriste, enfin on peut discuter avec eux, c'est un des éléments de la vie politique libanaise, on ne peut pas le contourner. C'est sur cette illusion que la France fonctionne depuis maintenant plusieurs années. L'illusion qu'on peut discuter avec tout ou partie du Hezbollah, c'est-à-dire discuter avec l'Iran. Alors on sait bien que la diplomatie, c'est toujours compliqué. Il ne peut pas y avoir le blanc et le noir, le bon et le mal. C'est beaucoup plus complexe, la diplomatie. C'est sa nature à la diplomatie d'être parfois hypocrite, c'est-à-dire élastique. Sauf que là, il est patent que depuis 4 ans, c'est un échec, parce que la France vit dans une sorte d'illusion, d'idéal, et que le Hezbollah vit dans une réalité. Cette réalité,
c'est celle du terrorisme. Hezbollah politique ou Hezbollah armé, ils avaient un seul chef, c'était Nasrallah, c'était bien un terroriste. La France doit ouvrir les yeux sur cet aspect-là. Alors on va revenir à l'actualité politique française, mais liée quand même à ce qui se passe au Proche-Orient avec cette nouvelle saillie de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, qui a affirmé que le ministre aux Affaires européennes, Benjamin Haddad, était acquis à la cause de Benyamin Netanyahou. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a dénoncé ces propos comme une allusion à la judéité justement de Benjamin Haddad. Comment vous interprétez, vous, cette nouvelle déclaration de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon est en train de préparer sa célébration du 7 octobre. Donc il remet une pièce dans le jukebox des allusions, c'est le bon terme, des insinuations. Il ne dit pas Benjamin Haddad est juif, donc il obéit à Netanyahou. Il l'insinue, il le laisse croire, il établit un rapprochement entre ce qu'est Benjamin Haddad dans sa vie personnelle, sa confession, et ce que pourraient être ses positions politiques. Alors, on n'arrivera pas à l'attraper. C'est pas la peine de porter plainte. Mélenchon est assez habile pour slalomer, évidemment, au milieu de tout cela. Et procéder par allusion, comme quand il avait dit de Yael Braun-Pivet qu'elle campait en Israël. Voilà. Le mot camper, c'était une expression, mais on voyait bien ce qu'elle insinuait. C'est toujours pareil avec Jean-Luc Mélenchon. Alors là, il s'abrite derrière une phrase de Benjamin Haddad qui avait dit « Je ne suis pas pour le cessez-le-feu ». On peut reprocher à Benjamin Haddad, parfois, d'être trop atlantiste, c'est-à-dire d'être très attentif à la politique américaine. Il a été dans son rôle de spécialiste des relations internationales très sensible à cette voie franco-américaine. Mais pourquoi en faire aujourd'hui une sorte d'émule, de disciple, voire de sbire de Benjamin Netanyahou ? Jean-Luc Mélenchon, qui est critiqué à gauche en ce moment, on l'a vu tout le week-end, il remet une pièce dans la radicalité parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il s'en sort. Et puis vous l'avez entendu il y a quelques jours, il faut s'adresser qu'aux quartiers, qu'aux banlieues de l'islam politique. Il continue à mener cette stratégie. Effectivement. Alors on parle de Jean-Luc Mélenchon avant de s'attaquer au discours général de Michel Barnier. Dans l'Aude, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a réuni vieille gloire du Parti socialiste et figure montante de la social-démocratie. Tout ce petit monde s'est accordé sur un point. Il est grand temps de s'affranchir de la ligne portée par Jean-Luc Mélenchon, Christophe. Eh oui, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ils sont tous là à nous dire le prochain candidat, ça ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Même Olivier Faure, finalement, il a rejoint ses propres opposants en disant le candidat unique de la gauche en 2027, ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Oui, sauf qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est candidat, il sera candidat, et le seul moyen de le battre, c'est de lui passer devant, pas de le dissuader. Rappelez-vous, en 2022, le premier sondage en janvier 2022, Anne Hidalgo 9, Jean-Luc Mélenchon 8. Ça se termine à 22 pour lui et 1,7 pour elle. De la même manière, en 2017, il y avait des espoirs sur Yannick Jadot, il allait l'emporter. Eh bien, en 2022, Yannick Jadot, il a été écrabouillé. Et donc, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, il ne connaît pas les déclarations, il ne connaît que le combat. Donc, Jean-Luc Mélenchon sera candidat et il espère bien que la virulence de la campagne présidentielle lui donnera un avantage. Et qu'au mois de mars 2027, il décollera dans les sondages, comme d'habitude, et qu'il écrabouillera tous les sociodémocrates qui auront osé se présenter contre lui. Donc le seul moyen d'empêcher Jean-Luc Mélenchon, c'est pas d'attendre 2027, c'est de rompre aujourd'hui, c'est de casser le Front populaire. C'est que les sociodémocrates du groupe parlementaire claquent la porte du Front populaire et aillent chercher une majorité avec la gauche de la Macronie, avec des centristes. C'est possible arithmétiquement, c'est pas plus fragile que le Front populaire, c'est une question de courage politique, de volonté politique. Mais même les plus radicaux des opposants à Mélenchon, ils ont la main qui tremble. Jérôme Guedj, Nicolas Maillère-Rossignol, ils sont contre Jean-Luc Mélenchon dans la tête et dans les mots. Ils ne sont pas prêts à faire sauter le Front populaire. L'actualité, Christophe Barbier, c'est aussi ce discours de politique générale attendu de Michel Barnier. Hausse des impôts, réforme des retraites, immigration. Les sujets de division vont s'accumuler. S'accumulent déjà pour le Premier ministre qui prononcera donc demain sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et on le voit, certaines mesures qu'il envisage d'appliquer crispent au-delà de l'opposition, Christophe. Oui, bien sûr. Au sein de la majorité qui veut tenir son Premier ministre, on met des lignes rouges. Alors pour une partie de la Macronie, la ligne rouge, c'est touche pas aux impôts. Pour une autre partie de la Macronie, c'est attention, pas d'expulsion, de double peine, pas trop de dureté, de sévérité sur l'immigration. Oui, sauf que c'est Michel Barnier, le Premier ministre, et mettre des lignes rouges ou bien le faire tomber en s'associant à une motion de censure, c'est quand même deux choses très différentes. Donc il y a un côté matamore chez ces oppositions qui disent attention, retenez-moi ou je fais un malheur. Michel Barnier a une vraie marge de manœuvre. Néanmoins, il sera prudent demain. Il ne va pas faire de provocation. Il ne va pas annoncer des mesures qui forcément fâcheront. Il va annoncer une méthode
Je pense que le plus probable est de l'entendre dire qu'il y a des directions à suivre en rigueur budgétaire, en fermeté sur la sécurité et l'immigration, en maintien de l'attractivité des entreprises françaises, sans donner le détail des mesures qu'il va prendre. Il pourra renvoyer au travail de ses ministres, mais surtout au travail des parlementaires. Il pourra dire aux parlementaires, vous avez un devoir, c'est de redresser les comptes du pays. Choisissez la méthode. Il faudra des hausses d'impôts, choisissez sur qui ça tombe. Pas forcément ceux qui travaillent, ça c'est vrai. Il faudra baisser les dépenses, choisissez celles qu'on coupe. C'est les parlementaires qui votent le budget, c'est pas le Premier ministre. Le gouvernement propose, le Parlement dispose. Le Parlement va être mis au pied du mur de ses responsabilités par Michel Barnier. En tout cas, c'est le type de discours que je lui recommanderais, parce que pour l'instant, on ne sait rien de ce discours. C'est rare d'avoir eu une pareille omerta sur un DPG, comme on dit, une déclaration de politique générale. Et oui, l'ancien ministre d'ailleurs de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a mis en garde son successeur contre une hausse des impôts. On en reparlera peut-être, Christophe, avec vous. Gérald Darmanin qui annonce le lancement de son mouvement baptisé Populaire. Merci Christophe, et on vous donne rendez-vous demain matin. Votre invité sera David Amiel. À demain. À demain.